Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire fascinante. Comment les rois de France, petit à petit, ont réussi à construire un pouvoir immense, un pouvoir qu'on appelle absolu. C'est un peu comme un immense jeu de stratégie qui s'est déroulé sur plusieurs siècles. Et la question qui va nous guider, la voici. Comment est-ce qu'un roi, qui au départ n'est qu'un grand seigneur parmi d'autres, arrive à concentrer absolument tous les pouvoirs entre ses mains? Comment devient-il tout puissant? C'est le mystère qu'on va résoudre ensemble. Alors voilà notre plan de route. On va suivre cette quête du pouvoir à travers 3 règnes de rois super importants. D'abord, François Ier, celui qui pose les bases. Ensuite, Henri IV, qui va ramener la paix. Et enfin, le clou du spectacle, Louis XIV, qui incarne le pouvoir absolu. Et à la fin, on fera le bilan de tout ça. C'est parti! On commence notre aventure au XVIe siècle avec notre premier personnage clé, François Ier. Pensez à lui comme le grand architecte, celui qui a posé les toutes premières pierres de l'État moderne en France. Avant d'aller plus loin, jetons un œil à quelques dates repères. 1515, François Ier monte sur le trône. Et ça se termine en 1661, quand Louis XIV prend vraiment les commandes. Entre les deux, plus de 100 ans. Chacune de ces dates, c'est un pas de plus vers le pouvoir absolu. Essayez de bien les visualiser. Alors, comment François Ier s'y est-il pris? C'est ça qui est malin. Il a utilisé 2 armes très différentes. D'un côté, les pierres. Il fait construire des châteaux immenses et magnifiques comme Chambord. Le but, impressionner tout le monde et montrer sa richesse, sa puissance. Et de l'autre côté, les mots. Et son arme secrète, c'est l'ordonnance. En gros, une ordonnance est une décision du roi qui s'applique partout dans le royaume, comme une loi. Et la plus connue, c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Elle impose le français comme langue officielle pour tous les documents administratifs. D'un coup, le royaume est plus unifié et les ordres du roi sont compris par tout le monde. C'est très très malin. En même temps, François Ier agrandit ce qu'on appelle le domaine royal. C'est la partie du royaume qui lui appartient directement. Plus son domaine est grand, plus il a de pouvoir et de richesse. Et voilà, le niveau 1 est terminé, les fondations sont posées. On passe au niveau 2. Mais attention, après François Ier, tout a failli s'effondrer. Le royaume a été plongé dans une crise terrible, les guerres de religion. Un vrai défi pour l'autorité du roi. Il faut bien imaginer ce que c'était. Une guerre civile ultra-violente entre les catholiques et les protestants. Ça a duré plus de 30 ans. La France était coupée en 2 et le pouvoir du roi était complètement affaibli. Pour sortir de ce cauchemar, il fallait un roi capable de rassembler. Et ce roi, ce sera Henri IV. C'est un personnage incroyable, qui était lui-même protestant avant de devenir catholique pour pouvoir devenir roi. Et il va prendre une décision absolument capitale pour ramener la paix. Cette décision, c'est l'édit de Nantes. C'est un texte qui accorde aux protestants le droit de pratiquer leur religion. Ça met fin à la guerre civile, mais surtout ça montre quelque chose de nouveau. Le roi est maintenant assez fort pour s'imposer au-dessus des conflits religieux et garantir la paix pour tous ses sujets. C'est une immense victoire pour le pouvoir royal. Et nous voilà arrivés au boss final, si on peut dire. Le roi qui va pousser la logique du pouvoir absolu à son maximum. Louis XIV, que l'on a surnommé le roi Soleil. Regardez bien ce schéma, il explique tout. Louis XIV se place au centre de tout. Absolument tout. Tous les ministres, tous les conseils ne parlent qu'à lui et ne prennent leurs ordres que de lui. C'est le centre de la toile d'araignée. Et pour justifier ce pouvoir immense, il y a une idée clé. Il serait un monarque absolu de droit divin. Ça veut dire quoi? Eh bien que son pouvoir lui viendrait directement de Dieu. Et à cette époque, qui oserait contester une décision de Dieu? Personne. Son autorité devient donc incontestable. On lui attribue cette phrase, qui même s'il ne l'a peut-être jamais prononcée comme ça, résume parfaitement sa pensée. Il n'y a pas de différence entre sa personne et l'État. Le roi est l'État. Évidemment, un pouvoir aussi exceptionnel, il faut le mettre en scène. Il faut le montrer au monde entier. Et pour ça, Louis XIV va se construire un décor à sa mesure, le grandiose château de Versailles. Et à Versailles, il va réussir un coup de maître. Les grands nobles, qui autrefois pouvaient se révolter contre le roi, sont invités à vivre auprès de lui. Ils deviennent des courtisans, et au lieu de se battre pour le pouvoir, ils se battent pour obtenir les faveurs du roi, un simple regard, un sourire. C'est ça, la cour. C'est tout l'entourage du roi. En gardant les nobles les plus influents sous ses yeux à Versailles, Louis XIV les contrôle, les occupe avec des fêtes et des règles compliquées, l'étiquette, et les empêche de comploter contre lui. C'est du génie politique. Bon, Louis XIV a donc gagné la partie, il est devenu le maître absolu. Mais quel est le bilan pour la France? Est-ce que tout est rose dans le royaume du roi Soleil? Pas vraiment. Ces 2 images racontent bien l'histoire. D'un côté, le luxe, la splendeur de la cour, les fêtes magnifiques.
Et de l'autre, la réalité des chiffres. Les guerres quasi permanentes et le coût de la vie à Versailles coûtent une fortune. Les dépenses de l'État explosent. Et ce n'est pas tout. Le pouvoir absolu a aussi une face très sombre. Louis XIV met fin à la tolérance religieuse en supprimant l'édit de Nantes. Pour financer ces guerres, il augmente lourdement les impôts qui pèsent surtout sur le peuple. Et pendant que la cour s'amuse, une grande partie de la population souffre de la faim. Alors, pour résumer tout ça, on a nos 3 champions. François Ier centralise le pouvoir avec son ordonnance. Henri IV pacifie le royaume avec son édit. Et Louis XIV incarne ce pouvoir absolu et le met en scène à Versailles. Chacun a ajouté sa pierre à l'édifice. Allez, un petit effort, voici l'essentiel à retenir pour le contrôle. Les dates clés, 1539-1598 et le long règne de Louis XIV. Nos 3 personnages, François Ier, Henri IV, Louis XIV. Et les mots-clés, ordonnance, édit et monarchie absolue. Si vous avez ça, vous avez tout compris. Et on termine avec une question pour réfléchir. Ce pouvoir devenu si grand, si concentré, un pouvoir sans limite, est-ce que ce n'est pas aussi un pouvoir plein de dangers ? C'est une question que les Français se poseront un peu plus tard, et leur réponse s'appellera la Révolution. Mais ça, c'est une autre histoire.